Ouais, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable gars complet tout terrain. L'homme dont on parle, qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas, c'est mon beau. Tout comme appelé devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modona, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir, c'est un plein droit, et padrino Camari des Oula Mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de la candidature de l'opposition. C'est très important parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que les opposants ils veulent à la Côte d'Ivoire. Et donc nous allons en parler. Vous savez, dans ces derniers temps, il y a le dépôt de la candidature de certains opposants de la Côte d'Ivoire. Et là, quand je parle de candidature, je fais allusion au leader Guillaume Soro, qui représente le mouvement GPS et RACI, sinon que le mouvement GPS et RACI, et le leader Laurent Gbagbo, qui représente soi-disant le FPI radical, et le EDS. Quand la constitution a changé, avant la caution à l'élection présidentielle était à 20 millions de francs CFA. Depuis que il y a eu la nouvelle constitution, dorénavant la caution pour être candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire, c'est de 50 millions de francs CFA. Au lieu de 20 millions, c'est passé à 50 millions. Donc tous ceux qui sont candidats normalement, ils devraient payer comme caution, appuyer leur candidature avec la somme de 50 millions de francs CFA. Nous avons vu des candidats qui ont déposé leur dossier dans le but d'être candidats. Il n'y a pas de souci, c'est très beau de s'afficher devant les médias, faire des déclarations et tout, pour fasciner la jeunesse ivoirienne et se faire voir, chercher du buzz à travers les médias. Mais est-ce qu'ils ont l'argent pour payer? Voilà la vraie question fondamentale sur laquelle nous devons nous baser. En matière d'argent, je pense que Soro Guillaume et le FPI ont de l'argent. Mais pourquoi ces gens refusent de payer? Question. Parce qu'on avait prévenu le peuple ivoirien. On avait prévenu quelques Ivoiriens plutôt, parce que le peuple ivoirien est derrière Alassane Ouattara, mais quelques Ivoiriens qui font exception, qui ne veulent pas suivre Alassane Ouattara, qui se laissent manipuler par Soro Guillaume et par Laurent Gbagbo ainsi que Henri Konan Bédié. C'est à ceux-là qu'on parle, c'est à ces Ivoiriens-là qu'on veut ouvrir les yeux, c'est à ces Ivoiriens-là vraiment dont on se préoccupe en fait. Parce que de nos jours, nous sommes au 21e siècle, nous ne voulons plus voir nos propres frères noirs
sinon que Ivoiriens se laisser manipuler par des politiciens qui n'ont aucune vision politique, qui savent bel et bien qu'ils ont déjà perdu d'avance, mais qui utilisent le peuple à envoyer le peuple à l'abattoir, manipuler le peuple à se retrouver dans des prisons, manipuler le peuple à perdre son droit civique, et ça nous fait mal. C'est pourquoi nous sommes là pour éveiller la conscience du peuple. Vous savez la candidature de Guillaume Soro, le chèque qu'il envoyait pour qu'on prenne sur son compte. D'ailleurs, Soro Guillaume n'a plus de compte en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous le savez? Il n'a plus de compte en Côte d'Ivoire parce que ses comptes ont été bloqués. Parce que c'est un voleur qui a détourné les biens publics et tout. C'est quelqu'un qui est dans du trafic et du blanchiment d'argent. Il a fait le blanchiment d'argent et donc ses comptes qui sont connus par l'État ivoirien ont été confisqués. Soro Guillaume, il sait bel et bien qu'il ne peut pas faire de chèque pour que le trésor ivoirien aille prendre l'argent là-dessus pour appuyer sa candidature. Donc il a fait un chèque fictif qui n'a aucun sens. Un chèque que même le trésor ivoirien ne reconnaît pas, parce que ce chèque, la datation du chèque est vraiment un mensonge, une tricherie flagrante. Ce chèque n'a pas été signé par Guillaume Soro. Ce chèque, bon, c'est pas un chèque sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir accompagner la candidature de Guillaume Soro. Conscient qu'il est, il sait bel et bien que parce que l'argent n'est pas remboursable. Quand tu donnes ta caution, ce n'est plus remboursable. Si on rejette ta candidature, on ne peut pas te redonner ton argent. Il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des uns et des autres. Donc, en sachant bel et bien cela, et il sait qu'il doit à la justice ivoirienne, il doit à la justice ivoirienne 4 milliards 500 millions de francs CFA. Donc, conscient qu'il est, il sait bel et bien que si il envoie les 50 millions pour appuyer sa candidature, non seulement il est inéligible, parce que l'article 4 de notre constitution le dit clairement, lorsque tu es poursuivi ou bien tu es condamné par la justice, tu perds tes droits civiques. Même si c'est une condamnation par contumace, d'abord il perd ses droits civiques jusqu'à ce que il soit reconnu non coupable. En ce moment-là, les droits civiques qui lui avaient été arrachés ou coupés lui reviennent. Mais pour le moment, il n'est pas encore reconnu non coupable. Donc, du coup, il perd ses droits civiques. Conscient qu'il est, parce qu'il lit bien la constitution de la Côte d'Ivoire et l'article 4 de notre constitution, il est conscient de ça. Alors, M. Soro a refusé de payer les 50 millions. Maintenant, il sait bel et bien qu'il n'a pas payé les 50 millions. Or, pourtant, c'est un pilier clé pour être candidat. Ouais, tu ne peux pas dire que tu es candidat, tu manipules toute une population qui te suit. Et ces gens qui t'ont suivi, tu vas les humilier. C'est une humiliation notoire. Et Guillaume Soro ne peut pas jouer sur ça. Mais quelle crédibilité cette population peut encore accorder à Guillaume Soro? Des gens qui se sont levés très tôt le matin, parce que ce sont des gens qu'ils manipulent bien, ils se sont réveillés très tôt, pensant que Soro Guillaume était quelqu'un de crédible, quelqu'un d'honnête, et que sa candidature allait être bien soudée. Ils n'ont même pas eu les parrainages. Ils ont menti à ce même peuple que non, ils avaient tout eu, tout ce qui avait été exigé par le gouvernement, par la nouvelle constitution et tout. Bon, je parle de la condition de la CEI, les lois de la CEI, bien sûr. Pour dire, pour être candidat, il faut avoir certains parrainages au sein de notre pays et tout. Il faut une somme de 50 millions pour accompagner la candidature, chose que Soro Guillaume n'a pas eu, chose que Soro Guillaume n'a pas faite et tout. Mais pourquoi faire sortir ce peuple? Pourquoi faire sortir ces Ivoiriens? Parce que je les respecte, même s'ils sont minoritaires, peu importe, ils sont Ivoiriens, donc je leur dois un grand respect. Pourquoi les faire sortir tôt le matin pour dire non, accompagner le candidat Soro Guillaume par ses représentants, il va poser sa candidature et mentir à toute une population? Soro Guillaume, es-tu sérieux? Si tu sais que tu ne peux pas payer l'argent, tu sais que tu es inéligible, pourquoi mentir aux gens? Pourquoi faire croire aux gens que toi, Soro Guillaume, tu vas gagner les élections? Pourquoi faire croire aux gens que toi, Soro Guillaume, tu es candidat? On te parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. On te dit que tu es inéligible. Reconnais. Pour que ce peuple que tu manipules puisse faire son choix. Oui, et le bon choix, c'est le RADP.
pour que ce peuple puisse s'orienter du côté du RADP. Maintenant, tu bernes ce peuple, tu fais que ce peuple n'ouvre pas ses yeux à voir le potentiel que possède dans le RADP. Parce que ces gens, si tu ne les avais pas bernés, ils allaient ouvrir les yeux et regarder droit vers le RADP, parce qu'ils savent bel et bien que le RADP possède vraiment un carnet d'adresses bien garni. Oui, une vision époustouflante, une vision vraiment remplie de projets et une vision émergente. Ces gens-là allaient faire leur choix sur le RADP, mais Soro Guillaume n'a pas voulu. Soro Guillaume a voulu berner les gens, et jusqu'à la fin, il va décevoir ces gens-là. Les vidéos que nous faisons, ne soyez pas étonnés demain si la CEI rejette la candidature de votre champion Guillaume Soro, parce que non seulement il n'a pas donné l'argent, il a fait un faux chèque, et tout ça, il n'a pas eu les parrainages qu'il lui fallait, il n'a pas eu tout ça. Donc, vraiment, même s'il n'avait pas été condamné, si la justice n'était pas à cette trousse, Soro Guillaume allait être inéligible. Parce que, pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas rempli toutes les conditions qu'il faut. Donc, c'est quelqu'un qui est hors la loi. Qu'est-ce qu'il nous veut? Ce n'est pas candidat, ce n'est pas élection. Soro veut une base, tout simplement pour justifier sa rébellion, pour justifier le désordre qu'il veut créer en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que Soro veut. Ce n'est pas élection. Parce qu'il sait que, bel et bien, il sait en âme et en conscience qu'il est incapable d'avoir les différents parrainages. Il sait que l'argent qu'on lui a demandé, Soro Guillaume, il est trop radin. C'est quelqu'un, il est radin, il ne dépense pas. Il est avare. Il est très avare. Donc, quand il regarde 50 millions, il dit, comptez 50 millions pour donner à quelqu'un, pour donner à la CEI. Moi, Soro Guillaume, je ne vais pas. C'est quelqu'un, il est très avare. Or, 50 millions, ce n'est rien. 50 millions, les partis politiques peuvent facilement donner 50 millions aux gens pour aller battre campagne. C'est tout à fait normal, c'est le peuple qui profite, mais tous les Ivoiriens qui profitent. Mais Soro Guillaume, avec les milliards qu'il a, il est incapable de dépenser au moins 50 millions pour solidariser sa candidature. C'est malheureux et regrettable. Vous comprenez les militants du racisme, militants du GPS, si vous regardez souvent nos différentes vidéos, n'oubliez pas de comprendre qui est votre champion. Votre champion vous a vendu du rêve depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Votre champion vous avait promis de rentrer en Côte d'Ivoire en 20 octobre 2020. Vous constatez que Guillaume Soro, il est incapable de rentrer en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, il est incapable de faire ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui parle, mais il ne peut pas agir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas crédible. C'est quelqu'un qui vous a menti depuis le début. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est du mensonge. Quand il dit qu'il est candidat, sachez bel et bien que c'est le contraire. Sachez bel et bien qu'il n'est pas candidat. S'il dit qu'il va gagner, sachez bel et bien qu'il va perdre. C'est quelqu'un. Mais s'il reconnaît qu'il va perdre, c'est qu'il va gagner. Ce qu'il affirme, c'est le contraire qu'il faut. Il faut lui accorder. Il ne faut jamais accorder à Soro Guillaume quand il dit je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Sachez bel et bien qu'il ne va pas rentrer. Quand il dit ils ont empêché mon avion d'atterrir en Côte d'Ivoire, sachez bel et bien qu'ils n'ont pas empêché son avion d'atterrir en Côte d'Ivoire. C'est du mensonge. C'est quelqu'un, ce qu'il affirme, c'est le contraire. Qu'il faut accorder de la crédibilité. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Donc, chers parents, chers amis, chers frères, je pense que rien n'est encore tard. Rien n'est encore tard. Et donc, nous faisons ces vidéos pour vous réveiller vos consciences. Quittez derrière Soro Guillaume. Vous allez perdre votre temps. Vous mettez vos vies en danger. Soro Guillaume qui vous pousse dans les rues. Lui-même, ses propres frères sont en prison. Il n'a pas encore pu les libérer. C'est vous, frères des gens, il peut libérer. Mais ces femmes qui ont été arrêtées parce qu'elles ont envoyé des gens aller faire du n'importe quoi. Mais écoutez, quand vous êtes les envoyeurs, des casseurs, mais vous récoltez ce que vous méritez. C'est la MACA qui vous attend. Mais vous constatez que depuis que vous avez été conduit à la MACA, Soro Guillaume, il ne fait rien pour vous. Comment est-ce que vous pouvez vous laisser manipuler par un incompétent, un élément incapable de libérer ses propres frères, son propre beau, et le frère de sa femme, le petit frère de sa femme, qui a voulu faire n'importe quoi. Lui-même, Soro Guillaume, son petit frère qui était commissaire, qui donnait toutes les informations sensibles de l'armée ivoirienne à Soro Guillaume pour que Soro Guillaume puisse faire des coups d'État, qui a été arrêté. L'autre petit frère qui passait
par le biais des ONG pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et qui réunissait les matériels de guerre au nom de Guillaume Soro. Ce dernier a été démantelé et arrêté. Il a été conduit en tôle, y compris son beau-frère. Mais sans compter même les députés qui étaient impliqués dans ces coups, qui ont été pris en flagrant délit. Tous ont été conduits en prison. Soro Diom n'a pas encore pu libérer ces gens-là. De même sang, même père, il n'a pas pu les libérer. Et c'est vous, femmes de Côte d'Ivoire, vous qui n'aimez pas parenté à Soro Diom, tout simplement vous faites partie de son mouvement, il vous envoie et vous sortez boire, on dirait des petits animaux. Et vous êtes heureuse. Voyez-vous, vous croupissez maintenant à la Maka. Quel sera votre sort? Vous n'allez pas demander à Soro de vous libérer, c'est à nous encore les cyberactivistes. Vous allez demander, non, plaidez pour nous, pour que le gouvernement puisse prendre un décret pour nous libérer, pour qu'il nous gracie. C'est toujours comme ça que vous faites. Vous êtes femme, on respecte bien les femmes dans la société. On ne veut pas manquer de respect à aucune femme sur cette terre parce que les femmes sont nos mamans. Mais vous aussi les femmes, quand un homme comme Soro Diom vous envoie, sachez marcher. N'est-ce pas votre Gbagbo qui disait, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais vous-même, vos yeux sont là, vous voyez ouvertement que ce monsieur, il est incapable de libérer même ses propres proches. Son ami intime, surtout qui est en prison, ce rebelle surtout qui avait gardé des armes de guerre pour déstabiliser notre nation, qui a été arrêté pour être conduit paisiblement et humblement à la Maka, pour qu'il puisse dormir dans le confort au sein d'une bonne cellule bien préparée à la Maka. Soro Diom est incapable de le libérer et c'est vous, femmes de Côte d'Ivoire, il envoie. Si les hommes proches de Soro Diom ont été arrêtés et lui-même il est incapable, lui qui est homme, qui a les trucs en bas de ses deux jambes, il est incapable de les libérer. Et lui-même il est incapable de faire ce que ses amis hommes n'ont pas fait. C'est vous, femmes, il envoie sur terrain. Vous devez comprendre dès le début que vous étiez dans la fausseté. Malheureusement, vous êtes tombé dans le piège de Guillaume Soro. Tout ce que j'ai à vous dire, ne vous jouez pas les dangereuses. Ce que vous devez faire, c'est de dire à vos parents qui viennent vous rendre visite chaque jour dans les cellules prisonnières, vous devez leur dire ceci, de faire une délégation et aller voir les autorités ivoiriennes. Ahmed Bakayoko n'est pas compliqué, c'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est bien. Je pense qu'il est le ministre de la Défense. Et s'il y a désordre en Côte d'Ivoire, ça lui regarde aussi. Et le ministre de l'Intérieur, parce que s'il y a aussi le désordre en Côte d'Ivoire, c'est que le ministre de l'Intérieur n'a pas fait son boulot. Le ministre de la Défense n'a pas fait son boulot. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais ça regarde plutôt le ministre de l'Intérieur parce que ces gens de dossiers intéressent beaucoup le ministre de l'Intérieur. Mais vous devez aussi essayer de dialoguer avec le ministre, le premier ministre, parce qu'il est le chef du gouvernement actuel. Causer avec Ahmed Bakayoko, il ne va pas vous refuser. Il ne va pas vous barrer la porte. C'est quelqu'un, si vous demandez audience à vouloir le croiser, laissez l'histoire de Soro derrière. Soro, il n'est plus votre leader. C'est un incompétent. Laissez-le. Moi, je vous donne des topos pour être libre. Parce que si je veux m'appuyer sur quelque chose, attendez, je vais vous donner un article. Je vais vous donner un article qui donne l'ordre au gouvernement de vous libérer, de vous gracier. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, je vais vous donner un petit article. Je vais vous donner un petit article qui peut permettre à vos... Voilà l'article 66 de la Constitution ivoirienne. Le président de la République a le droit de faire grâce. Donc, l'article 66 de la Constitution ivoirienne. Cet article dit clairement que le président de la République, qui est Alassane Ouattara, il a le droit de faire grâce aux prisonniers. Il a le droit de faire grâce aux gens qui sont poursuivis en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si tu es poursuivi par la justice ivoirienne, le président de la République peut s'appuyer sur l'article 66 de la Constitution de la Côte d'Ivoire, la Constitution de 2016, pour signer un décret pour dire, bon, il lève toute poursuite
Il demande à la justice de lever toute poursuite envers telle personne ou telle personne. Donc votre même champion, Soro Guillaume, le président Alassane Ouattara, peut prendre un décret pour qu'on lève les poursuites contre lui. Les Sotosoul et vous-même les femmes de Côte d'Ivoire, vous qui êtes militantes de Guillaume Soro, les femmes bien sûr, le président de la République a le droit de vous faire grâce, de lever les sanctions juridiques contre vous. C'est-à-dire en se basant sur l'article 66. Alors, ceci étant, avant d'avoir cette grâce, mais il faut passer par des chemins, il faut passer par des voies bien définies. Vous pouvez aller voir Ahmed Bakayoko. Lui, il parle au président directement parce que ce n'est pas Ahmed Bakayoko qui a le droit d'utiliser cet article 66. Mais avec le bon cœur et l'ouverture de l'esprit que possède Ahmed Bakayoko, femme que vous êtes, vous pouvez envoyer vos parents directement chez Ahmed Bakayoko, le Premier ministre. Il ne peut pas leur barrer la route. Il peut tout simplement dire, ok, venez, je vais vous écouter. Elles peuvent aller, vos mamans ou bien vos parents, bon, les parents, papa, tout ça, ils peuvent aller là-bas pour pleurer, demander pardon à Ahmed Bakayoko, parce que quand tu as besoin de quelque chose, quand tu demandes, c'est à toi de te faire battre. C'est de te mettre en dessous. Il ne faut pas être au-dessus pour te jouer les durs, pour faire croire aux gens que oui, en dehors de toi, il n'y a personne d'autre. Non, 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 non. Vous devez vous rabaisser. Vous devez être humble. C'est très important. C'est un conseil que je vous donne. Et une fois cela, Ahmed Bakayoko va vous dire, ok, on va étudier la question. On va voir cela. Accordez-moi un peu de temps. Et vous verrez. C'est à lui maintenant d'aller voir le président Alassane Ouattara et essayer de lui parler ou de parler à la première dame si elle peut faire quelque chose en tant que femme pour convaincre son époux, pour que l'époux à son tour puisse prendre l'article 66 de la Constitution ivoirienne pour gracier les femmes qui ont été envoyées par Soro parce qu'elles ne savaient pas où elles partaient. Elles donnaient des ordres sans savoir les conséquences de ces ordres qu'elles donnaient et tout. Maintenant qu'elles ont vu clair, je pense que si elles sortent de la prison, elles ne vont plus faire ce genre de bêtises. Elles vont être plus matures qu'avant. Donc voici ce que je vous demande. Allez-y voir Ahmed Bakayoko. Demandez à Ahmed Bakayoko. Demandez pardon à Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas quelqu'un qui est méchant. Il n'est pas méchant. Mais si vous ne partez pas là-bas pour lui demander pardon, c'est comme si vous vous gonflez. C'est comme si vous étiez là, vous mesurez au gouvernement ivoirien. C'est comme si vous étiez là, vous mesurez à la justice ivoirienne. C'est comme si vous vous en foutez. Non, ne le faites pas. Soyez humble et l'humilité. On dit l'humilité précède la gloire. Cette humilité permettra à vos enfants, à vos mamans et à vos frères qui ont été arrêtés, qui sèment le désordre au sein de notre nation, seront libres. Et je pense que dans le futur, ils ne vont plus sortir pour faire de telles bêtises. Ils ne vont plus sortir pour faire de telles bêtises. Donc ça, c'est ma doléance que je vous fais. Tous ceux qui regardent ma vidéo, ils n'ont qu'à aller dire aux parents de ceux qui ont été arrêtés. Faites ça, Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui est bien. Il n'est pas mauvais. Il va vous comprendre. Il va vous comprendre calmement. Et donc, voilà, ne suivez pas Soro Guillaume. Soro Guillaume, c'est un faux type. Soro Guillaume, c'est un faux type. Quelqu'un qui n'a même pas l'argent pour financer sa candidature. C'est à ce dernier-là que vous suivez. Il vous envoie dans les rues. Il vous envoie pourquoi? Pour soutenir sa candidature. Pendant ce temps, il n'a pas financé sa candidature. Vous faites quoi? Comment vous faites? C'est un faussaire. Mais vous êtes des cobayes de la face. Et il vous utilise pour réussir son coup. Mais si c'est un coup d'État, il prépare une rébellion. Et qu'il vous manipule. Quand la rébellion va venir, vous allez regretter. On ne savait pas. On ne savait pas. C'est parce que voilà pourquoi on vous demande d'être éclairé, d'être désilluminé dans l'esprit, dans la vision. Il ne faut pas suivre quelqu'un qui prépare un coup, qui t'utilise pour réussir son coup, et toi, de façon ignorante, tu es là, tu es derrière lui. Oh, Soro, il ne peut rien vous apporter. Ce sont des faussaires. Ce sont des faussaires. La bande de Soro ne peut jamais arranger la Côte d'Ivoire. Écoutez, vous qui soutenez Soro, j'aimerais vous rafraîchir un peu la mémoire. Qu'est-ce que Soro peut faire et puis il n'avait jamais fait en Côte d'Ivoire? On va faire un peu l'historique des faits. Excusez-moi. On va faire l'historique des faits.
Soro Guillaume. Mais il a co-présidé avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, à son temps, il n'avait pas géré la Côte d'Ivoire lui seul. Est-ce que vous savez? Je dis bien, Laurent Gbagbo n'avait pas pu gérer la Côte d'Ivoire lui seul. Soro et Gbagbo avaient co-présidé la Côte d'Ivoire. Mais on a vu tous deux leurs échecs. Il faudrait que les gens sachent. On va revenir sur le cas de Gbagbo. Là, on traite les dossiers de Guillaume Soro. Ce sont les dossiers de Guillaume Soro, nous traitons pour le moment. Et nous allons éclairer les Ivoiriens. Pour que ce peuple ivoirien comprenne qui est la personne de Guillaume Soro. Je ne parle même pas de son parcours universitaire. Mais j'aimerais parler tout simplement de son parcours à travers l'année 2002. Sinon que 2001, Soro Guillaume devient rebelle en 2001. Parce qu'il est rentré au sein de la rébellion en 2001. En 2002, il fait son premier coup d'État qui est un échec. En 2003, il est nommé ministre de la réinsertion et de la construction en Côte d'Ivoire. Chose qu'il a failli, il n'a même pas pu faire le boulot pour lequel on l'avait nommé. Il a fait un gros échec. Est-ce que vous comprenez? Depuis 2003, Gbagbo est devenu président en quelle année? 2000. Il est devenu président en 2000. 2002, Soro Guillaume fait un coup d'État. 2003, il devient ministre. Ça veut dire, après le règne, après la gouvernance de Laurent Gbagbo, 2 ans et demi plus tard, Soro Guillaume intègre le gouvernement de Laurent Gbagbo et co-préside avec Laurent Gbagbo. Avec tout ce que nous connaissons, il injecte même des ministres au sein du gouvernement du FPI qui avait été mis sur pied. Soro Guillaume avait eu combien de ministères au sein du gouvernement? Au moins 6. Au moins 6 ministres qu'il a pris pour mettre au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo. Mais ces 6 ministres ont échoué. Plus lui-même, Soro Guillaume, ils ont tous échoué. Plus tard, en 2007, en désignant Soro Guillaume comme chef du gouvernement, il devient premier ministre de la Côte d'Ivoire. Qu'a-t-il fait? Il n'a rien foutu. Nous savons que Laurent Gbagbo a géré la Côte d'Ivoire au moins 10 ans et demi. Donc Soro Guillaume a régné avec Laurent Gbagbo au moins 7 ans. Maintenant, si le gouvernement de Laurent Gbagbo a échoué, si Laurent Gbagbo n'a même pas pu construire un petit pont, une petite voie, il n'a même pas pu planter une petite pierre au sein de notre pays, si Laurent Gbagbo n'a même pas pu créer une petite école, un petit dispensaire, un petit hôpital, et j'en passe, il n'a même pas pu apporter un petit supermarché, même construire une petite boutique. Son échec est égal à l'échec de Soro Guillaume, c'est clair. Parce que les 6 ministres qui avaient intégré le gouvernement de Laurent Gbagbo faisaient compte directement à Soro Guillaume. Eux, ils ne faisaient pas compte à Laurent Gbagbo. Donc, si Laurent Gbagbo et ses ministres, parce que Soro Guillaume faisait partie des ministres de Laurent Gbagbo, ont échoué, c'est que Soro Guillaume aussi a échoué. Donc, qui dit échec de Laurent Gbagbo dit échec de Guillaume Soro. Nous avons vu leur règne au sein de notre pays, des gens qui ont géré le pays, qui ont échoué. Vous voulez encore nous les opposer en tant que président de la République, mais ils vont faire quoi? Qu'est-ce que Soro Guillaume n'a pas fait? Et puis il va nous montrer. Soro Guillaume, son talent, c'est la destruction. Il n'a qu'un seul talent que l'humanité tout entière reconnaît. Et j'atteste cela, j'approuve cela. Soro Guillaume, il est vraiment talentueux en matière de rébellion. En matière rébellienne, il est le numéro 1 en Côte d'Ivoire. Personne ne peut lui arracher ce petit flambeau. C'est ça. Il a eu un diplôme là-dedans. Il a eu même doctorat en matière de rébellion. Comment organiser des rébellions, comment frapper un pays, comment déstabiliser un pays. Jusqu'à il part au-delà, on le loue pour aller déstabiliser les pays de la sous-région. Ça, je n'en disconviens pas. Mais en matière de construction, en matière de construction, de développement, Soro Guillaume, il est nul. Parce que Soro Guillaume est comme le diable. Le diable, lui, détruit, il ne peut jamais arranger. Oh Dieu, lui, il arrange. Dieu, il peut détruire, il peut arranger. Mais où il est beaucoup efficace, c'est l'arrangement. C'est le développement, la construction. C'est le bien-être de la société. Le bien-être du monde et de l'univers tout entier. Mais Soro Guillaume, lui, c'est la destruction. C'est le foutoir, c'est la merde. Et c'est tout ce qu'il sait faire. Donc un homme qui a eu un doctorat de destruction, vous voulez le nommer, ou bien vous voulez le voter pour lui imposer aux Ivoiriens comme bâtisseur. Mais depuis quand?
Depuis quand tu vas dire à un sorcier d'arranger, de permettre à la jeunesse de tout un village de devenir riche et avoir de belles voitures, de belles maisons, c'est que tu n'as pas encore connu ce sorcier. C'est que ce n'est pas d'un sorcier que tu parles. Ce n'est pas d'un sorcier que tu parles. Peut-être c'est un sorcier bon qui est venu du ciel que Dieu envoie, mais ce n'est pas le vrai sorcier, le véritable sorcier. Sa mission c'est de détruire. Et la mission de Guillaume Soro c'est de détruire, c'est de nuire. Guillaume Soro a échoué avec Laurent Gbagbo. Parce que j'ai l'impression que les gens, quand ils disent Gbagbo a échoué, ils dissocient Guillaume Soro de Laurent Gbagbo. Non, 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 non. Ne les dissociez jamais. Ils sont associés. Parce qu'ils sont associés. Et voilà quelqu'un qui est incohérent envers lui-même. Lui qui crée au effort, Laurent Gbagbo est un dictateur. Mais ce monsieur, il a co-présidé, il a co-géré la Côte d'Ivoire avec cette dictature. Mais tu ne peux pas dire, lui c'est un démon. Et dans sa maison où il dort avec des crânes humains. Et c'est dans cette maison qu'il prend une chambre pour dormir. C'est que toi aussi tu adores les crânes humains. Mais Soro Guillaume, en gérant la Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo, c'est qu'il adorait aussi. Il adorait aussi la dictature, il adorait aussi l'incompétence. Parce que lorsque tu ne te retrouves pas dans la vision d'un leader, c'est-à-dire, tu ne t'associes pas à lui. Lorsque la personne prône une idéologie qui est contraire à la sienne, mais tu te détournes de son combat. Tu te mets à l'écart de son combat. Mais Soro Guillaume, il a crié au effort, Gbagbo est un dictateur, Gbagbo est un assassin. Et on le voit, il intègre le gouvernement de Laurent Gbagbo. Pendant 7 ans, il gère la Côte d'Ivoire ensemble. C'est que tout ce que Laurent Gbagbo a fait subir aux Ivoiriens, tous les nordistes qui se plaignaient, Guillaume Soro était aussi à la base de leur mal, sinon que de leurs maux en Côte d'Ivoire. Tous ces maux que Laurent Gbagbo a fait subir au peuple ivoirien, aux citoyens ivoiriens, Soro Guillaume est aussi complice. Il n'est pas écarté de cela. Il est aussi associé. Il faudrait que les Ivoiriens le sachent. Et un bon Ivoirien qui comprend. Les anciens Ivoiriens, je parle des anciens Ivoiriens. Les nouveaux Ivoiriens, c'est la jeunesse qui est née hier en 2000 là. Bon, elle ne connaît pas un peu l'histoire parce que de 2000, ceux qui sont nés en 2002, en 2002, ils avaient déjà 2 ans. Donc, ils ne connaissaient même pas qui était Soro, quelle rébellion la Côte d'Ivoire avait subi. Il leur a fallu au moins 15 ans à 20 ans pour qu'on leur explique. Mais ils n'ont pas vu cela de leurs propres yeux parce qu'ils ont déjà oublié, ils étaient trop bébés. Nous avons vécu les faits, donc on vous rafraîchit la mémoire. Ne vous laissez pas intimider ou manipuler par les propos de Guillaume Soro. C'est quelqu'un, il a une bouche, je peux dire, une bouche mielleuse. Ouais, une bouche douée. Et lorsqu'il te parle, si tu ne fais pas attention, tu seras fasciné par ses propos. Parce que c'est quelqu'un, le diable est menteur. Quand vous voyez quelqu'un qui ment, c'est qu'en lui, il y a un esprit démoniaque. Donc, Soro Guillaume, quand vous l'écoutez, vous êtes fasciné parce qu'en lui, il y a un esprit démoniaque. Donc, le mensonge se trouve dans son ADN. Il ne peut jamais dire quelque chose qui est véridique. Vous comprenez déjà qui est Soro Guillaume. Voilà pourquoi je vous alerte. Voilà pourquoi je vous demande de faire très attention envers les propos de Guillaume Soro. S'il dit ça, alors la vérité c'est le contraire de ce qu'il affirme. Est-ce que vous comprenez? S'il dit qu'il peut réussir à gouverner la Côte d'Ivoire, c'est qu'il ne peut pas réussir. Vous comprenez? À partir d'aujourd'hui, écoutez bien Soro. S'il dit moi Soro Guillaume, je vais permettre aux Ivoiriens de mieux vivre, c'est qu'il ne va pas permettre aux Ivoiriens de mieux vivre. S'il dit je permettrai aux Ivoiriens d'avoir la liberté absolue, mes frères, c'est que Soro Guillaume il nous promet tout sur la dictature, c'est qu'une fois là-bas, personne ne pourra s'exprimer. Ce qu'il dit, c'est le contraire qu'il fera. Pensez-y, n'oubliez jamais cela, parce que c'est un menteur. Et un menteur, ce qu'il affirme, c'est que c'est le contraire de ce qu'il fait sortir de sa bouche, qui est la vérité. Quittons maintenant le côté de Guillaume Soro. Revenons sur le côté de Laurent Gbagbo. Qui est Laurent Gbagbo? Mais écoutez, je ne vais pas faire l'historique des faits de Laurent Gbagbo. Mais ce qui m'intrigue, voici des gens qui sont au sein d'un mouvement, sinon que d'un parti politique, appelé le FPI. Ils ont commis
vraiment l'irréparable en Côte d'Ivoire. Ils ont commis le tohu-bohu au sein de notre belle nation. Et la trahison a été leur logo lorsqu'il régnait au sein de notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Le champion a été arrêté par rapport à ce qu'il avait commis. Il n'a pas encore fini avec la justice internationale et la justice ivoirienne, bien sûr. Donc, suite à son transfert à la CPI, il a été jugé et libéré sous condition. Ça veut dire que sa liberté est conditionnée. Il ne peut pas faire n'importe comment. Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce que les gens, ils oublient cela. Sa liberté est conditionnée. Il ne peut pas faire n'importe comment. Et il y a certaines déclarations qu'il ne peut pas faire jusqu'à présent. Voilà, il ne doit pas se prononcer sur le cas de la justice, de la CPI et tout. Il ne peut pas faire n'importe comment. Il ne peut pas aller dans un pays si les autorités de ce pays n'ont pas encore accepté et que la CPI n'a pas donné son approbation pour qu'il y aille. Donc, il ne peut pas faire n'importe comment. C'est ce qu'on appelle une personne est libre, mais une liberté qui est conditionnée par une autre instance qui surveille sur quelqu'un de près par rapport à ses propos, ses entrées, ses sorties. Qu'est-ce qu'il dira, ses messages, tout est contrôlé. Et ce mouvement appelé FPI crée une filiale appelée EDS. Et ce EDS a pour président Onyen. Un certain Ama Onyen, quelque chose comme ça. Ou Georges Onyen, je ne sais pas. Et il est nommé président de EDS. Ces gens-là, ils disent que ils vont aller aux élections, ils vont participer aux élections présidentielles. Et comme candidat, c'est Gbagbo, eux, ils voient. On dit votre champion, il est inéligible en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas être éligible parce que les tests ne lui permettent pas de concourir à cette concurrence présidentielle, à cette mandature qu'il aura en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas être mandaté par un groupuscule d'individus ou un parti politique parce que les lois ivoiriennes qui sont en vigueur au sein de notre constitution ne lui permettent pas, ou bien notre constitution ne lui permet pas, ou l'article 4 de la constitution ivoirienne ne lui permet pas parce que une fois condamné sur le territoire ivoirien, il perd ses droits civiques. Même s'il a été condamné par contumace, je tiens à vous le dire, il est sous la sanction juridique jusqu'à ce qu'il prouve qu'il est innocent. Une fois son innocence approuvée, en ce moment-là, il retrouve ses droits civiques. Donc, quand tu es sous le coup d'un procès, tu n'as pas le droit de faire certaines actions. Voilà pourquoi ici, par exemple, en Occident, quand un ministre est accusé, à tort ou à raison, il démissionne. Parce qu'il ne peut pas être sous les tracasseries de la justice, ou il ne peut pas être poursuivi par la justice et toujours se maintenir à son poste. Donc il doit démissionner pour prouver à son peuple qu'il est blanc comme la neige et qu'il n'est pas responsable des faits qui lui sont reprochés. En ce moment-là, une fois blanchi, il peut réintégrer le gouvernement. Mais s'il n'est pas blanchi et que l'affaire devient calamiteuse de jour en jour, en ce moment-là, mon frère, on le prend, on l'accompagne à garde à vue. Et de là-bas, si ça s'empire, on lui montre une bonne cellule bien dorée, une cellule moelleuse et douée, bien arrangée et décorée, et il va passer le reste de ses jours là-bas. C'est clair. Donc votre Gbagbo n'a pas ses droits civiques. Il est considéré comme un mort. Il a été enlevé sur la liste électorale. Tu ne peux pas être candidat, or pourtant toi-même tu ne peux pas voter. Qui va voter pour toi? Toi-même le concerné, tu es incapable d'aller voter parce que ton nom ne se trouve pas sur la liste. Et tu veux que enfants des gens aillent voter pour toi. Mais c'est le gémophotisme politique. On appelle ça de la voyousie politique. Que le EDS est en train de mettre sur pied. Mais c'est encore mieux. Le problème, c'est que ces membres du EDS qui ont utilisé le nom de Laurent Gbagbo, qui lui-même a démenti cela, qu'il ne les reconnaît pas. Il ne les a pas envoyés. Il n'a envoyé personne par le biais de son avocate
Madame Abiba Touré, sinon que Madame Maître Abiba Touré, elle a démenti, elle dit je ne reconnais en aucun cas la démarche de ce que ces gens au sein du EDS ont fait. Donc leur démarche, il a démenti. Donc si j'informe aux Ivoiriens, je prends en témoin tous les Ivoiriens, si ces gens, soi-disant au cadre du EDS, ils envoient les gens dans les rues, ils livrent les enfants des gens aux microbes de Côte d'Ivoire, armés par Diom Soro, pour venir décapiter d'autres citoyens ivoiriens, Marie-Odette Roulo-Brugnon, Georges Armand Onyen, Assou Adou, ils seront arrêtés et jetés en prison. Et cette affaire ne regardera pas Laurent Gbagbo, parce que Laurent Gbagbo, il a été clair, il dit il ne les a pas envoyés. Donc, qui vous envoie Georges Armand Onyen ou quoi, Georges Onyen, qui vous envoie Marie-Odette Roulo-Brugnon, qui vous a envoyé Adou, comment il s'appelle, Assou Adou, qui vous envoie? Vous allez dire le nom de ces gens-là. Ou bien vous allez dire le nom de cette personne. Parce que s'il y a des choses, c'est vous on connaît. On va vous arrêter et vous foutre au youf. Il faudrait que ça soit clair. N'utilisez pas le nom de quelqu'un pour venir emmerder les gens. Pourquoi vous n'utilisez pas vos propres noms? Parce que vous savez que ceux-mêmes qui sortent, ils ne savent même pas pourquoi ils sortent. Tout simplement, ils sortent parce que vous avez dit le nom de Gbagbo. Mais si c'était... S'il fallait mettre le nom de Laurent Gbagbo en dehors de vos bêtises, vous saviez que ceux qui sortent, ils n'allaient pas sortir. Je comprends pourquoi ces gens-là, ils sortent. Laurent Gbagbo les a éduqués dans la négativité totale. Depuis les années 90, imaginez mes frères et sœurs, des gens qui ont été éduqués dans la négativité pendant 20 ans, dans le désordre, ce n'est pas facile pour les enlever dans ce désordre et les envoyer à la lumière. Les enlever dans l'obscurité et les mettre dans la lumière. Pourquoi je dis ils ont été éduqués dans le désordre? Écoutez bien, dans les années 90, Laurent Gbagbo met la milice de la Fessi sur pied par le biais d'Aïpo-Massia, qui commence à prôner la violence vis-à-vis du gouvernement d'Houphouët-Boigny qui était en place, en faisant sortir la jeunesse ivoirienne estudiantine, en prenant des casseroles, des boîtes, pour taper dans les rues de la Côte d'Ivoire et partout à Abidjan. Plateau était paralysé. Laurent Gbagbo donnait l'ordre à ce que les bus et les véhicules du transport en commun soient brûlés, soient détruits. Les élèves faisaient des dégâts. Ils s'apprenaient même à certains immeubles où ils mettaient du feu. Ils brûlaient partout, tout simplement pour faire chuter le gouvernement d'Houphouët-Boigny. Et ces gens ont été éduqués dans cette vision politique, dans cette manière de voir les choses. Pour eux, lorsqu'on a un problème ou une incompréhension avec un gouvernement en place, la seule chose à faire, c'est de s'apprendre aux intérêts nationaux de tous les citoyens ivoiriens. C'est de s'apprendre aux véhicules qui nous permettent de se déplacer d'un point A à un point B. C'est de nous pousser à s'entretuer. La violence, c'est ce qu'ils savent faire de bien. Et c'est dans cette éducation qu'ils ont grandi sous la coupole de Laurent Gbagbo. Donc, je ne suis pas fort surpris, je ne suis pas étonné de voir ces gens fonctionner de la sorte. Est-ce que vous comprenez? Et ils ont été éduqués là-dedans. Quand Ivaïpo est quitté, ils ont mené d'autres secrétaires généraux. Jusqu'à, on a vu le règne de Soro, de Brégoudé. Vous comprenez? Les Soro, les Brégoudé, ils sont toujours violents. Et ils sont toujours dans cette optique. Ils n'ont jamais changé. Ne soyez pas surpris. Leur parrain, c'est Laurent Gbagbo. L'homme qui n'a jamais reconnu sa défaite lors des différentes élections. Toujours il revendique la victoire. Il n'a jamais reconnu qu'il est impopulaire en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais reconnu qu'il n'avait pas la majorité présidentielle. Il n'a jamais reconnu que face à ses adversaires, il pouvait perdre. Toujours, il revendique d'avoir gagné et que les autres lui ont volé la victoire. En 90, face à Houphouët, il dit lui, il a gagné et que Houphouët a triché.
Mais ils rêvaient. Houphouët qui a régné depuis 1960. Où tous les Ivoiriens étaient PDCI. Toi, tu venais d'arriver à peine. Tu as commencé ton petit combat dans les années fin 70, 80, 90. Tu poses ta petite candidature. Tu voulais gagner Houphouët. Depuis quand tu étais profondément assis partout en Côte d'Ivoire? Or, la base fondamentale est l'idéologie ivoirienne. La vision politique de tous les citoyens ivoiriens, c'était une vision PDCiste. Vous devez comprendre. Laurent Gbagbo a contesté la victoire d'Houphouët. Pour dire Houphouët lui a volé sa victoire. Il a failli envoyer la guerre en Côte d'Ivoire en 90. Suite à cette contestation. Voilà pourquoi je dis l'homme qui n'a jamais reconnu sa défaite. Vous comprenez? Et ne soyez pas surpris de voir les Soro-Guillaume fonctionner de la sorte, des Blé-Goudé, avoir cette mentalité. Ils ne veulent jamais perdre. À tout cas, même devant la défaite, ils voient ça. Mais ils contestent toujours, ils revendiquent la victoire. Et ils sont comme ça. C'est des gens. Le maître, c'est Gbagbo. Et vous êtes étonnés, vous êtes surpris. Ne soyez pas surpris. En 95, il a boycotté. Parce qu'il disait non, Bédier voulait toucher ceci, cela. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. En 2000, il revendique encore la victoire. Il n'a même pas laissé les institutions aller jusqu'au bout, proclamer les résultats définitifs. Et dit aux Ivoiriens qui, de Laurent Gbagbo et de Guéhi Robert ou de Guéhi Robert, avaient réellement remporté la victoire. Il a revendiqué, il dit sortez dans les rues parce qu'il savait qu'il n'avait pas gagné. Donc, c'est dans le désordre qu'il avait pris le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Et le même scénario est revenu en 2010. Il perd les élections. On dit Gbagbo quitte. Il ne veut pas. Il voulait encore confisquer le pouvoir, prendre encore le pouvoir, braquer le pouvoir dans le désordre. Donc vous connaissez l'homme. Et voilà pourquoi je dis aux gens, ne suivez pas Laurent Gbagbo. Si vous le suivez, vous allez tout simplement vous frotter le mur. Vous allez vous frotter le visage au mur. Vous allez vous gratter le visage gratuitement. Est-ce que vous comprenez? Vous allez vous gratter le visage gratuitement. C'est anormal. Alors, Laurent Gbagbo, la bande de Onyen, d'Assou Adou, ils n'ont pas pu avoir, je dis bien, ils n'ont pas pu avoir la caution, les 50 millions, ils n'ont même pas donné. Ils ont donné des dossiers, ils n'ont même pas eu le parrainage. Hein? Le parrainage qu'on leur a demandé, il faut avoir des parrainages partout en Côte d'Ivoire pour ajouter ça suite à la candidature, plus une somme de 50 millions. Ils n'ont pas pu avoir les parrainages. Ils sont partis déposer des dossiers sans argent, ils n'ont rien payé. Et ils disent, ils sont... Si ce n'est pas par là, ils veulent. De la manière on dit dans notre jargon, si ce n'est pas Niaga, ils veulent, c'est quoi ils cherchent? Même 20 millions, ils n'ont pas donné. Hein. Ils n'ont rien donné. Ils ont donné des dossiers fictifs qui n'ont même pas été signés par Laurent Gbagbo. Hein. C'est eux-mêmes qui ont signé les dossiers. Ils disent, c'est candidature de Gbagbo. Gbagbo dit, il ne reconnaît pas. Eux, ils disent, non, c'est candidature de Gbagbo. Ils n'ont pas donné l'argent, ils n'ont pas eu les parrainages, mais ils disent c'est Gbagbo qui est candidat. Pareil pour Soro-Guillaume. Soro-Guillaume, il n'a pas donné 50 millions, il n'a même pas eu les parrainages, il dit il est candidat. Bon, quand c'est comme ça là, et puis ils sont sérieux, hein? Ils sont déterminés, ils demandent au Conseil constitutionnel de donner son OK pour que leur candidature soit validée. Mais ils veulent quoi au juste? Si ce n'est pas par là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. C'est-à-dire tout simplement, je vous ai dit depuis le début que ces gens-là, ils ne veulent pas aux élections. Ce n'est pas l'élection qui les intéresse. Tout ça, les Ivoiriens qui ne savent pas, parce que c'est des gens, ce sont des grands menteurs, ils vont faire croire aux Ivoiriens qu'ils ont donné leur argent, les 50 millions, ils ont eu tous les parrainages, et que le Conseil constitutionnel a rejeté leur candidature. Donc, tout simplement, vous savez ce qu'ils veulent faire. Ils veulent dire le gouvernement d'Alassane Ouattara a braqué leur argent, a volé leur argent. Non seulement leurs candidatures n'ont pas été validées et la CEI n'a pas voulu donner leurs 50 millions. Non, ils vont dire que le gouvernement d'Alassane Ouattara est un gouvernement qui vole. Et eux, ils ne reconnaissent pas la décision du Conseil constitutionnel. Et que leurs candidats, leurs différents candidats sont candidats. Ils vont aller voter. Ou soit il n'y aura pas d'élection. Voilà leur vision. Donc ça va leur servir d'alibi pour s'aimer le désordre en Côte d'Ivoire. Voilà leur vision. Sinon, en dehors de ça, là, il n'y a rien d'autre. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont inéligibles. Ils savent qu'ils ne sont pas éligibles, en fait. Ils savent qu'ils ne sont pas éligibles au sein de notre pays. Mais ils font tout ça pour créer le désordre.
Parce que c'est des gens qui ont été élevés dans le désordre. Ce que je vous dis, vous verrez des Ivoiriens de 50 ans, de 60 ans, même de 20 ans, de 30 ans, qui raisonnent de façon violente, et vous leur demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous raisonnez? Ils ne peuvent jamais comprendre. Des gens qui ont des doctorats, hein, quand vous dialoguez avec eux, vous comprendrez que ce sont des gens qui sont vraiment irréfléchis. Ils pensent autrement, et leur vision, leurs pensées sont des pensées nauséabondes, des pensées tordues, des pensées penchées, qui ne pourront jamais, ces pensées ne pourront jamais apporter quelque chose de concret au sein de notre nation. Pourquoi je le dis? Imaginons un étudiant qui avait en son temps, dans les années 90, qui avait au moins 20 ans. Mais en 2000, il a au moins 30 ans, n'est-ce pas? En 2010, il a combien? Il a 40 ans. En 2020, il a combien? Il a 50 ans. Donc, des gens de 50 ans, vous les verrez, qui raisonnent comme des enfants. Même en allant au-delà de 50 ans. Parce que, en son temps, dans les années 90, les Ivoiriens, c'était les vieux qui étaient à l'université, hein, ce n'étaient pas les enfants. Avant, c'était des gens de 30 ans, 35 ans même, ils étaient encore à l'université. Hein. Leur première année à l'université, on le sait. Dans les années 90, c'était les vieux même qui étaient au CM2 et tout. On le sait. Donc, on ne soyez pas surpris de voir des Ivoiriens de 70 ans, de 60 ans, qui raisonnent comme des bébés. Et ce qui est encore pire, c'est que le problème, lorsqu'ils accouchent des enfants, ils les mettent au monde, ils les éduquent dans la violence. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Une femme qui éduquait sa fille, qui a même fait une vidéo pour montrer ça au monde entier. Où la fille disait, non, on va faire Ouattara, on va faire du mal à Ouattara. Une fille de 5 ans, qui ne connaît même pas le nom d'Alassane, mais sa mère est en train de mettre des choses, des insanités dans sa tête. Et donc, elle est en train de conditionner sa fille à grandir dans la haine pour détester une partie du peuple ivoirien, détester le RADP. Voilà comment ces gars-là et ces soroïstes-là conditionnent leurs enfants. Ils leur donnent, c'est vrai, je n'arrive pas à comprendre, ils leur donnent une éducation qui ne peut même pas arranger leurs propres enfants. Une éducation raciale, une éducation xénophobe, une éducation du rejet d'une partie des citoyens ivoiriens. Et ces gens-là, ils grandissent là-dedans. Donc ça ne peut jamais finir. Ça ne peut jamais, tant que les grands qui sont au devant n'ont pas encore compris. Ils ont grandi là-dedans. Il faut les démystifier. Il faut enlever ça dans leur tête. Tant que ça sera dans leur tête, ils vont éduquer les enfants dans cette voie politique. Et la Côte d'Ivoire ira de pire en pire à cause d'eux. Voilà le vrai problème. Donc, l'appel que je lance aux Ivoiriens, quittez derrière Laurent Gbagbo, quittez derrière Soro Guillaume. Vous savez, on a une chance que vous ignorez. Tous les Africains pleurent. Ils aimeraient avoir un Alassane Ouattara dans leur pays. Je dis, les Alassane Ouattara, là, comme président dans le monde, c'est un. Même en Europe ici, là, il y a des présidents incompétents même. Il y a des présidents incompétents. Alassane Ouattara est 1000 fois compétent que certains présidents. En Europe ici. Je n'ai pas envie de citer le nom de qui que ce soit. Mais il y a des gens qui dirigent certains pays européens qui sont incapables d'apporter quelque chose de plus à leur pays. Qui sont incapables de faire émerger leur pays. Qui sont incapables de permettre à leur pays de rester dans la course mondiale. Et à faire affirmer leur pays que leurs pays sont des leaders dans tel domaine. Non. Ils sont des pôles mouillés qui dirigent certains États européens. En Afrique, là, on n'en parle pas. Les leaders africains, quand vous les prenez, qui peut se comparer à Alassane Ouattara si ce n'est que Paul Kagame? Mais ils sont un. Mais l'Afrique fait combien d'États? Je dis bien, l'Afrique fait combien d'États? Mais le nombre des États africains, quand vous les mettez ensemble, et ceux qui règnent au sommet de ces États, quand vous les comparez à Alassane Ouattara, mais s'ils sont trop beaucoup, ils sont 3 personnes au sein de l'Afrique. 3 personnes. Parce qu'il n'y en a pas. Les gens comme Alassane Ouattara, ils sont rares. Et nous avons un chez nous. Vous savez combien de
Combien d'années il nous a fallu pour avoir un Alassane Ouattara? Vous savez combien d'années il a fallu aux Ivoiriens pour avoir un homme comme Alassane Ouattara? Depuis la mort d'Oufoué, on n'avait personne. Tous ceux qui venaient, ils se servaient. D'autres ont voulu balayer. D'autres ont envoyé l'ivoirité. D'autres ont envoyé, je ne sais pas, les refondateurs. Ils sont venus à tout camp. D'autres ont envoyé des Kalachnikov. Ils n'ont rien foutu. On les a tous vus. La Côte d'Ivoire était vraiment dans un trou profond, dans un coma calamité et très, très regrettable. La Côte d'Ivoire avait perdu son souffle de vie. Les Ivoiriens se lamentaient partout. Ils ne savaient plus où mettre la tête. On enviait le Ghana. On rêvait même de ne plus être Ivoirien. Notre seul objectif, c'était de permettre au Ghana et à la Côte d'Ivoire de s'associer pour que les dirigeants ghanéens puissent quand même un peu développer la Côte d'Ivoire. Parce qu'on cherchait un leader comme les Ghanéens. On cherchait un leader comme le Rwanda. On cherchait un leader capable de ressembler à Félix Houphouët-Boigny. Dieu merci. Des années plus tard. J'ai dit Dieu merci, des années plus tard. Nous avons eu le leader le plus charismatique de l'Afrique. Oui, le tonnerre. L'éclair. L'homme qui bâtit un pays à une vitesse lumière. L'homme qui calcule le développement de façon millimétrée, kilométrée, de façon mesurée. L'homme qui ne rate jamais sa cible. Le sniper politique. Alassane Ouattara est le véritable sniper politique. En matière de construction, il ne rate jamais. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un, quand il cible quelque chose, il ne rate jamais sa cible. Il est l'homme le plus connu en matière de politique. Il est l'homme qui est la solution en Côte d'Ivoire. Si nous perdons Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire sombre. Nous devons tous faire bloc autour d'Alassane Ouattara. Nous devons nous mettre au travail. Nous devons lutter, battre campagne, faire les éloges d'Alassane Ouattara pour qu'il nous donne au moins 5 ans. Vous avez vu ses compétences? Alassane Ouattara n'a pas duré. Il a fait au moins 9 ans. Vous avez vu déjà la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue un petit Dubaï. Donnons-lui encore 5 ans. 5 ans encore, il va nous prouver c'est quoi une véritable émergence. Il va nous montrer comment les biches peuvent poursuivre les chasseurs. Je vais dire quoi par là? Où la Côte d'Ivoire peut s'affirmer devant certaines grandes puissances qui considéraient la Côte d'Ivoire comme une petite biche et que eux ils étaient des chasseurs. Nous allons nous affirmer, permettons à Alassane Ouattara de faire encore 5 ans. Et vous verrez, peuple ivoirien, ne vous basez pas sur la personne d'Alassane Ouattara. Si son visage vous énerve, si vous êtes fâché parce que vous détestez Alassane Ouattara, si vous êtes en colère parce que Alassane Ouattara vous énerve, si vous ne voulez pas d'Alassane Ouattara, reconnaissez que c'est quelqu'un qui travaille. Reconnaissez que ce dernier, on ne le trouve pas. Ces genres de personnes sont rares sur terre. Des présidents qui travaillent. Mais vous oubliez, hein, de nos jours, des gens, ils luttent pour être des politiciens, tout simplement pour se remplir les poches. Ils luttent tout simplement pour gouverner, prendre tout l'argent du peuple. Mais il y a l'exemple, sans filtrer qui que ce soit. Vous voyez les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un exemple à suivre? Mais il y a des gens, ils ont duré au pouvoir. Prenez le cas de Blaise Compaoré, il a foutu quoi au Burkina? Pendant 27 ans de règne, il n'a rien foutu. Rien du tout. Prenez Alpha Condé. Son projet, c'est de construire une usine de bonbons pecto. Et il dit, oui, il veut créer une usine de Kumaji parce que les Guinéens, ils aiment Kumaji. Voilà, un homme, quelqu'un qui est président, qui a pour projet, hein, après 5 ans de règne en Guinée, 10 ans de règne, il n'a même pas pu construire ses usines. Il dit, non, qu'à lui accorder 3e mandat, et que son rêve, c'est de créer une société de fabrication de bonbons pecto. Ça, c'est une humiliation totale. Mais vous voulez que la Côte d'Ivoire ressemble à ce genre de choses? Mais il y a tout en Guinée. Les ressources sont minières. Les ressources halieutiques, je pense qu'il y a l'eau qui passe en Guinée. Il y a des ressources halieutiques, c'est-à-dire les richesses de la mer qui proviennent de l'eau. La Guinée, le sous-sol guinéen est étoffé. Il y a du bois. Les matières premières sont là-bas.
Et pourquoi la Guinée ne se développe? Parce qu'ils sont incapables, ils ont des présidents incapables, ils ont dit, comme les Dadis, vous voyez ces gens de personnes, pensez-vous qu'ils peuvent développer un pays? Mais c'est rare. Allez-y voir au Libéria. Mais le Libéria est un petit pays. Il y a combien de millions d'habitants au Libéria? Ils ne valent même pas au moins 10 millions. Ils ne valent même pas 5 millions d'habitants. Et ils sont au Libéria. Mais le Libéria est incapable de se développer. Pourtant, il y a de la forêt, il y a des matières premières. En tout cas, je dis matières premières, il y a des ressources minières. Comme pas de l'or, diamant, bauxite, il y en a. Mais ils sont incapables de se développer. Oh, pourtant, ils ne sont pas nombreux. Ils n'atteignent même pas 10 millions, 5 millions non plus. Ils n'atteignent même pas 5 millions. Oh, pourtant, leur richesse pouvait les servir. Pouvait nourrir chaque citoyen libérien. Mais allez-y voir la Sierra Leone. Il n'y a que la guerre, désolation, destruction totale. Écoutez. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. La Côte d'Ivoire est une autre dimension parmi les dimensions. Et celui qui contrôle, qui a le maître de cette dimension, c'est Alassane Ouattara. C'est le seul et unique président qui peut permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre encore une autre dimension suprême, jamais égalée par les pays africains. Alassane Ouattara veut nous mettre sur le véritable chemin. Il veut ouvrir les yeux des Ivoiriens. Alassane Ouattara, malgré son âge, il a une capacité pas possible. Prenez l'exemple des autres présidents africains. Ils sont jeunes, certes, mais ils sont incapables, malgré l'âge d'Alassane Ouattara. Il est 1000 fois, 1 milliard de fois mieux, meilleur que certains présidents africains. Et ce n'est pas un débat, c'est un fait. Avéré, vérifiable et touchable. Alors, j'appelle tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes à se mettre ensemble pour soutenir Alassane Ouattara. Il ne faut pas regarder le visage d'Alassane Ouattara. Si tu ne le trouves pas beau, ça n'engage que toi. Si sa voix ne te plaît pas, ça n'engage que toi. Si tu regardes son corps, ça ne te plaît pas, ça n'engage que toi. Mais ce que tu dois regarder, c'est le travail. Parce que l'homme noir, il ne regarde pas le travail. C'est ça le problème du noir. Lui, c'est le visage, il regarde, ah, mais il me plaît. Il ne faut pas regarder le visage de la personne. Regarde ce qui se trouve dans la tête. Dans la tête de la personne. Voilà, fonctionnons comme les anglophones. L'homme anglais, il ne regarde pas si tu es beau ou bien tu n'es pas beau, il s'en fout de tout. Il regarde qu'est-ce que tu as dans la tête. C'est ça qui l'intéresse. Que tu sois handicapé ou pas. Mais dès lors qu'il sait qu'avec ta tête, il peut aller loin, il sait qu'il peut compter sur toi pour arriver à atteindre et faire avancer quelque chose. Alors mon frère, il te prend. Mais le noir, il ne le voit pas. Le noir, il regarde la beauté. Oh, il est mignon, il a une beauté charismatique. Mais il ne regarde même pas l'intelligence. Fonctionnons comme les Anglais. Ce que nous devons obtenir de la part d'Alassane Ouattara, nous ne cherchons pas la beauté d'Alassane. Qu'il soit beau, vilain, peu importe, ça n'engage que lui. C'est une créature de Dieu. On n'a pas besoin de faire son portrait s'il est beau ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est sa beauté intérieure. Et cette beauté est accompagnée d'une intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, n'importe qui ne possède pas ça. Ce n'est pas tous les humains qui possèdent. C'est-à-dire l'intelligence des intelligences. Il est très intelligent. Et cette intelligence, il met ça à la disposition du peuple ivoirien pour permettre à la nation tout entière de se développer, aller de l'avant et permettre aux citoyens ivoiriens et ceux qui aimeraient bel et bien vivre en Côte d'Ivoire de profiter de son intelligence. Voilà pourquoi il construit la Côte d'Ivoire. Il sait que dans un pays, pour qu'un pays se développe, ce sont les voies. Alassane Ouattara, lorsqu'il est devenu président, il s'est attaqué au problème des voies. Parce que il faut que le déplacement des biens et des personnes soit libre au sein de notre nation. Quelqu'un qui veut aller travailler, il ne faudrait pas il tombe dans un bouchon pendant 5 ans de temps. Mais il va aller au travail, il va faire quoi encore? Il ne peut plus bien travailler. Il sera épuisé avant même d'arriver sur les lieux du travail. Alassane Ouattara, il construit des routes pour permettre à chacun d'arriver le plus tôt possible dans son lieu de job, dans son lieu de travail.
pour travailler et mettre sa connaissance ou ses connaissances à la disposition du peuple. Alassane Ouattara, arrivé en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire avant les Ivoiriens pouvaient aller au travail à n'importe quel moment. C'est-à-dire d'autres attendaient même à ce qu'ils mangent le gros foutu de leurs femmes à 12 heures, avant de quitter la maison à 12 heures et à 1 heure d'aller au travail. Et ils ne duraient même pas, à 17 heures ils étaient déjà de retour. Et c'était les employés seuls qui travaillaient, ils n'avaient même pas de guide pour les orienter et leur montrer ce qu'ils devraient faire. Avec Alassane Ouattara, tu dois te réveiller tôt le matin et aller travailler. Tu ne veux pas travailler, il te met à la porte. C'est clair. Avec Alassane Ouattara, il n'y a pas de plaisanterie. Mais pourquoi des gens ne veulent pas savoir? Mais avec Laurent Gbagbo, tous les vendredis, les gens ils partaient au funérailles, ils s'en foutaient du boulot. Ça veut dire avec Laurent Gbagbo, normalement il y a 7 jours dans la semaine. 2 jours pour ne pas que les gens travaillent. C'est-à-dire samedi, dimanche. Mais avec Laurent Gbagbo, c'était 3 jours. No working. No work in Ivory Coast. 3 jours de repos. 3 jours. Vendredi, c'est réservé pour les funérailles. Samedi, pour les week-ends, aller danser. Dimanche, aller danser. Voilà, le règne. Bédier aussi a fait pareil. Un Sorogium, lui-même, il est paresseux des paresseux. Lui-même, ça sera pire. S'il vient, c'est au moins 4 jours. Pour ne pas travailler. Mais avec Alassane Ouattara. Avec Alassane Ouattara, tu vas travailler. Tu veux ou tu ne veux pas, tu travailleras. C'est clair. D'autres diront qu'on ne mange pas goudron, on ne mange pas écouter. Ils disent non, mais il n'y a pas de social. Soit. Vous savez, on ne peut pas tout gagner à la fois. On venait à peine de sortir d'une guerre. Et cette guerre, il fallait d'abord reconstruire le pays. Est-ce que vous comprenez? Parce que si le pays n'est pas reconstruit et on commence à partager l'argent à la population ivoirienne, qui va construire le pays à notre place? Donc dans la vie, on ne peut pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Il faut d'abord construire le pays. Une fois que le pays est bien construit et qu'on sait qu'il y a maintenant des infrastructures qu'il nous faut, le peuple peut maintenant aller au travail, on peut maintenant prendre un autre mandat pour se concentrer sur le social. C'est clair. Il faut d'abord construire, parce qu'avant de dormir dans une maison, il faudrait que tu construises la maison. Tu n'as pas encore construit la maison et tu payes lit, matelas, tu veux te coucher, tu dors où? Sous la belle étoile. Mais écoutez, la pluie va te chicoter matin, midi, soir. Le soleil, qui sera très ardent, va te mater la peau. Et pour éviter cela, des gens ils prennent leur temps avant de dormir et tout, avant de payer les lits et tout. Ils prennent leur temps, ils payent le ciment. C'est petit à petit. C'est comme un maçon. Un président, c'est un grand architecte de l'univers et d'une nation surtout. Chaque président devrait être un architecte d'une nation. C'est à lui de construire la nation. Mais avant le social, il doit savoir ce qui est bien d'abord pour le peuple. Et ce qui est bien pour le peuple, Alassane a su ça tout de suite. Je comprends. Je sais que tout le monde ne mange pas à sa faim. Ce n'est pas un débat. Beaucoup mangent à leur faim et beaucoup ne mangent pas à leur faim. Je ne peux pas contester. Dire que c'est faux, c'est d'être vraiment hypocrite envers le peuple ivoirien. Je comprends. Mais ce peuple ivoirien, je dois aussi dire à ce peuple ivoirien qu'on ne peut pas tout avoir à la fois. Avoir en même temps l'émergence, le développement et en même temps le social, c'est impossible. Vous prenez le cas de l'Europe. Mais avant que le social ne vienne en Europe, vous savez combien de galères le peuple européen a subi. Même il y a eu la révolution des femmes ici en Europe. Des gens, mais quand on vous parlait de l'esclavage, des gens qui creusaient le passage des rails et tout, vous pensez qu'on leur donnait l'argent chaque fin du mois? Non. Des gens même ont travaillé à la sueur de leur front sans même gagner une petite miette, un petit franc français. Ils n'avaient même pas ça. Même en dehors de la France, partout, en Amérique et tout. Des gens travaillaient à la sueur de leur front sans gagner un petit moro, comme on le dit dans notre langage en Côte d'Ivoire. Moro même, ils n'avaient pas. Un franc, ils ne gagnaient même pas. Est-ce que vous comprenez? Il leur a fallu du temps pour développer leur pays, afin de mettre une politique sociale sur pied. Mais tout en introduisant cette nouvelle vision politique dans leur constitution, pour permettre à chaque dirigeant qui allait venir gouverner cette nation, ou bien ces différents pays dans lesquels ils avaient mis ces politiques sur pied, pour pouvoir toujours servir au peuple.
Quel que soit, même ici, ils sont nuls, ils doivent toujours penser au peuple. Mais est-ce que dans notre constitution, c'est encore mis là-dedans? Non. Est-ce que dans notre constitution, ils ont dit il faut payer chaque citoyen ivoirien, il faut lui donner une telle somme, même s'il ne travaille pas? Ces articles n'existent pas. Si vous connaissez, mais faites-moi sortir un article qui exige que chaque citoyen ivoirien soit payé. S'il est au chômage, ou bien il n'a pas encore fait quoi que ce soit, ou bien il a la retraite, il n'a jamais, bon, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui est vieux, les vieilles personnes et tout, on doit leur donner, ou bien les enfants, quand tu mets au monde un enfant, il faudrait que l'enfant ait un salaire. Est-ce que ces articles existent? Mais tant que ça n'existe pas, il n'y aura pas de social. Parce que c'est sur ça, il faut se baser pour le social. Mais votre Gbagbo là, il a mis ça, quand il était, n'est-ce pas, lui et Gueye, ils ont changé la constitution ivoirienne. Ils ont mis ces articles, ils ont pensé au social. Il est trop social, il partageait l'argent aux gens. Ceux à qui il donnait l'argent, il donnait ça à qui? Mais à ses proches. Vous connaissez le véritable social. Parce que vous qui aboyez, je peux comprendre des gens aboient à longueur de journée parce qu'ils mangeaient. Mais vous qui faites des vidéos, qui aboyez matin, midi, soir pour dire Laurent Gbagbo, il était trop social. Sa politique était une politique sociale. Oui, il permettait aux paysans d'avoir un bon prix du cacao. Mais vous pensez que tous les Ivoiriens, ils sont planteurs de cacao? Pendant que d'autres villageois qui étaient des planteurs de cacao, ils s'en sortaient. Mais ceux qui plantaient le coton, ils pleuraient. Ceux qui plantaient l'anacade, ils pleuraient. Ceux qui faisaient champ de trucs de canne à sucre pleuraient. Ceux qui faisaient champ d'ananas pleuraient. Ceux qui faisaient les champs de palmiers à huile pleuraient. Donc, dans un pays, lorsqu'on veut faire du social, on ne peut pas viser une partie de la population pour satisfaire cette partie. Pendant ce temps, on va faire pleurer une autre partie. Donc, d'autres diront ils vont se baser toujours sur le cacao. Mais ce n'est pas dans toutes les régions et dans les 4 coins cardinaux de la Côte d'Ivoire, sinon que les 4 parties de la Côte d'Ivoire, que le cacao réussit. Non, cette plante cacaoyère ne réussit pas partout en Côte d'Ivoire. Il y a certaines zones où ça réussit, il y a certaines zones où ça ne réussit pas. Donc la politique sociale de Laurent Gbagbo n'a pas été une politique sociale équitable. Ça a été inéquitable parce que pendant que d'autres profitaient, d'autres souffraient. Et ça envoie les frustrations. Si vous parlez de politique sociale, vous devez penser à toutes les couches sociales ivoiriennes. Je tiens à vous le dire. Faire voter une loi, sinon que introduire certaines lois ou certains articles au sein de la constitution ivoirienne pour permettre à chaque citoyen, quel que soit son lieu d'habitation, il puisse profiter des biens sociaux de l'État ivoirien. Et ça, ce n'est pas encore introduit au sein de la constitution ivoirienne. Des gens doivent le savoir. Donc, parler du social, c'est de mentir aux Ivoiriens. Aucun président en Côte d'Ivoire n'a encore fait du véritable social. Même au temps d'Oufoué. Oufoué qui était gentil, qui faisait une bonne politique pour permettre à tous les Ivoiriens d'être heureux. Je pense que sous son règne, il y a eu certains Ivoiriens qui ont aussi souffert parce que eux tous, ils n'avaient pas le bénéfice de la politique d'Oufoué. Dans leurs maisons, dans leurs assiettes. Beaucoup ont aussi souffert. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on va sur cette base, on doit savoir marcher ou grimper l'échelle du développement. On doit d'abord développer la Côte d'Ivoire et maintenant penser au social. Et ce social, c'est de proposer des lois qui seront certifiées par le peuple ivoirien. Parce que ouais, le peuple est indépendant et choisit de voter oui ou non de la nouvelle constitution qu'ils vont mettre sur pied. Et donc, je pense que le social viendra, mais d'abord le développement. Une fois que toutes les entreprises seront sur pied, les Ivoiriens auront de quoi à travailler. Maintenant, en ce moment-là, on fera une politique sociale pour permettre à chaque citoyen ivoirien, on pourra vivre comme en Europe. Pourquoi pas? Tu travailles, tu ne travailles pas, tu auras un petit salaire. Mais on te menacera en même temps que si tu ne travailles pas, d'ici 6 mois, on risque de suspendre ton salaire, on risque de te sanctionner. Et tu n'auras pas de salaire pendant tel nombre d'années pour te pousser à aller travailler. Et c'est comme ça on pourra pousser les Ivoiriens à travailler, lutter contre la délinquance au sein de notre société, lutter contre le banditisme au sein de notre société, pour permettre à tous ceux, bon, je pense que eux aussi mettre une autre politique sur pied, des gens qui font du banditisme et tout au sein de la société, on peut les classer par classe parce que ceux-là, chacun d'eux sait faire quelque chose, chacun d'eux a un talent.
Et en leur demandant, on dit, mais toi, en dehors du banditisme, tu sais faire quoi d'autre? On leur pose des questions, tu sais faire quoi? C'est quoi qui est ta spécialité en dehors d'agresser les gens, voler l'argent des gens et tout? Tu sais faire quoi d'autre? Chacun dira ce qu'il sait faire. Lorsque tu diras ce que tu sais faire, on t'oriente. Il aura déjà une structure, ou bien une société, ou bien c'est-à-dire une structure qui s'occupe de ça. Mais avant ça, il faut les construire. Mais voilà pourquoi Alassane il travaille pour construire tout ça. Une fois que tout ça, ça est sur pied, on pourra s'occuper des bandits. C'est pas pour les tuer, mais les aider à s'intégrer. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas encore pu obtenir la véritable intégration au sein de notre société, qui foutent le désordre, qui foutent la merde dans cette société. Donc pour les aider à réintégrer la société, il faut les classer par classe. Oui, quand je parle de classe, je ne parle pas de richesse. Non, les classer par catégorie, par exemple. Lui là, c'est un voleur, certes, mais il sait faire quoi? Toi, tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi? S'il dit, bon, il est couturier, on t'envoie dans une école de couture qui te suivra de près pour encore te former et te permettre d'avoir ton atelier de couture. Comme ça, dans la société, tu ne vas plus laisser cet atelier pour aller agresser les gens encore. Tu vas travailler pour la société. Tu gagneras et la société bénéficiera de ton savoir-faire. Toi, tu sais faire quoi? Ah, j'aime l'armée. Toi, bon, tu es militaire désormais. On te donne une très bonne formation militaire. Tu as un job, tu auras un salaire. Tu vas plus quitter tes amis mono pour aller agresser dans les rues. Toi, tu sais faire quoi? Ah, j'aimerais travailler dans une banque. Ah, donc tu as un esprit comptable. Ok, mon frère, voilà une école qui permet aux gens de suivre une formation de comptabilité. On t'oriente là-bas, tu vas suivre ces études et plus tard tu vas devenir un comptable. Tu seras utile au peuple, à la nation, et aussi la nation te sera utile. Et c'est comme ça, on ira sur des différentes bases. En ce moment-là, c'est une bonne politique sociale qui permettra à tous les Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils vivent, pour bénéficier de la politique sociale de l'État. Mais l'heure n'est pas là pour le moment. Peut-être on pourra mettre ces choses sur pied dans les années 2030. Mais pour le moment, cette année 2020, on doit faire une politique de développement. En 2025, une politique de développement. En 2030, une politique sociale. C'est le moment de construire. Le social, c'est en 2030. Je pense que je suis clair là-dessus. Je vous remercie infiniment. C'était l'incontournable, bien compris. Mais je demande aux gens de me venir en aide. Parce que mon Facebook, normalement, Facebook m'a sanctionné. Ils ont rétréci ma visibilité. Ce qui fait que il y a assez d'abonnés. Mais lorsque il y a une vidéo, il n'y a pas assez de personnes qui se connectent. Parce que beaucoup ne voient pas les vidéos. Et d'autres m'appellent. Mais Guégué, tu ne fais plus de direct. On a abonné sur ta page, on ne voit plus tes directs. Je dis non, je fais. Ils disent, mais eux, ils ne voient pas. Donc ça veut dire Facebook a fait de telle sorte que personne ne puisse voir les directs qu'on fait. Et je ne suis pas le seul. Tous ceux qui font les directs sur Info Afrique, les gens ne voient pas ces directs. Donc j'aimerais que les gens nous aident sur Info Afrique pour nous permettre de pousser Facebook à débloquer notre visibilité. Ça avait été sanctionné depuis le 4 de ce mois. Ils ont levé les sanctions, mais ils ont mis votre page risque d'être suspendu par rapport à tailler, c'est sorti en rouge quelque part là-bas. Et donc pourtant ils n'ont pas mis pourquoi ils ont écrit ça. Il n'y a pas un truc de sanction. Avant c'était ça, ils ont dit bon c'est levé, mais toujours le truc rouge n'est pas encore quitté. Je pense qu'il faut leur envoyer un message, mais je ne sais pas, je ne connais pas la bonne adresse sur laquelle il faut envoyer le message pour pousser Facebook à débloquer la page. Donc tous ceux qui sont des techniciens qui connaissent un peu bien quelque chose là-dedans, vous pouvez me suggérer l'adresse sur Facebook sur laquelle on peut envoyer un message pour que Facebook débloque la page. Je vous remercie. Je demande aux Ivoiriens d'être unis. Soyons tous ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le RADP. On est ensemble. Ciao.